Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai lu 4 romans cette semaine. Comment vous dire que ça partait pas très engageant, étant donné que ma dernière lecture, celle dont je vous parlais dans la dernière vidéo, m'avait un peu plombé. Alors, je reviendrai pas, je vais pas vous redire ce que j'en ai pensé. Voilà, je vous conseille d'aller voir la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, je tiens à vous remercier infiniment pour l'accueil que vous avez fait sur cette vidéo. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pensais très sincèrement qu'au vu de tous les avis dithyrambiques que j'avais vus sur ce roman, qu'au vu du mien qui était un peu, voire même beaucoup à l'encontre de tout ce qui avait été dit, je me suis dit, je vais perdre la moitié, enfin, je vais perdre les 3/4 de mes abonnés, ma chaîne va s'éteindre de sa belle mort. Et en fait, pas du tout. J'ai eu beaucoup de commentaires d'abonnés qui n'avaient pas aimé non plus. Donc, quelque part, on s'est senti un petit peu moins seul avec mes copines de LC. Voilà. Bon. Mais bon, voilà, l'accueil a été très chaleureux sur cette vidéo. J'ai quand même la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante. Et pour ça, je vous en remercie. Alors, après avoir lu Betty, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais lire qui me remette dedans, qui me fasse remettre le pied à l'étrier et repartir dans un bon mood. Et donc, je suis partie en lecture commune avec Caro de la chaîne Miss Caro Livre. On est parti en lecture commune sur De si bons voisins de Gilly Macmillan, publié aux éditions Les Escales. Alors ici, on est dans un thriller domestique. On va faire la connaissance de Nicole et de Tom. Ils ont gagné 10 millions de livres à la loterie. Donc, ils sont devenus riches un petit peu du jour au lendemain. Ils ont construit une magnifique maison dans un coin absolument paumé d'Angleterre. Il n'y a pas de, il y a absolument personne à des kilomètres à la ronde, à part un autre couple de voisins avec qui ils se lient rapidement d'amitié. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où Nicole rentre chez elle et retrouve Tom mort dans leur piscine. Alors, bien évidemment, les voisins Sacha et Holly vont apporter un soutien indéfectible à Nicole dans cette période un peu difficile. Mais surtout, la police, qui est appelée sur les lieux, va mener son enquête, car même si tout porte à croire qu'il s'agit d'un malencontreux accident, il y a des petites choses qui chiffonnent les enquêteurs et il pourrait bien s'agir plutôt d'un meurtre plutôt que d'un banal accident domestique. Et donc on part là-dessus. On fait également la connaissance de Kitty, qui est la femme de ménage de Sacha et Holly. Elle vit dans un petit cottage sur la propriété de Sacha et Holly. Et on va rapidement se rendre compte que Kitty, elle cache quelque chose. Parallèlement à ça, en alternant dans les chapitres, on lit le journal intime d'un autre personnage féminin qui s'appelle Anna. Et on apprend son histoire petit à petit et on s'aperçoit que Sacha et Holly, ils sont pas très francs du collier. De toute façon, on le voit dès le départ. C'est absolument pas un spoil. De toute façon, le titre du roman annonce clairement la couleur. On est dans la manipulation psychologique. J'avoue que le thème de la manipulation psychologique était assez intéressant. Malheureusement, je trouve que dans ce roman, il a été sous-exploité. Il a été sous-exploité, on n'est pas allé en profondeur, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans ce thème-là. Et aussi et surtout, j'ai trouvé les personnages plats. Que ce soit Nicole ou que ce soit Anna, je les ai trouvés d'une naïveté confondante, nunuche à certains moments. Et avec Caro, on était tout à fait d'accord là-dessus toutes les deux. Elles sont nunuches, elles sont d'une naïveté confondante. Alors, je veux bien que les deux autres étaient quand même assez doués dans la manipulation, mais enfin, il y a quand même des choses. Alors, des fois, on dit plus c'est gros, plus ça passe. Là, pour moi, c'est pas passé. Il y a vraiment
des réactions qui m'ont fait lever les yeux au ciel. J'y ai pas cru. Les policiers, bah, ils n'ont pas tiré leur épingle du jeu. Hein. Le couple de policiers, ils sentent bien qu'il y a un truc pas net, mais ils restent en surface. Ils crossent pas, je sais pas, il leur a manqué quelque chose, quoi. Je les ai trouvés de creux également. Les deux policiers, je les ai pas trouvés... voilà. Et puis alors, la fin, bon, alors la fin est assez convenue, hein, voilà, ça, c'était pas... la fin n'était pas transcendante, un petit peu à l'image du roman lui-même. Bon, ça ne reste que mon avis personnel. Voilà, si vous aimez les thrillers domestiques avec manipulation psychologique, allez-y. Mais pour moi, voilà, pour moi, bon, ça, je me suis pas taillé les veines non plus, hein, mais j'en ai lu une meilleure. Ça a resté une lecture sympa, mais bon, j'en ai lu une meilleure, quoi. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. Ensuite, j'ai lu, on passe à toute autre chose. J'ai lu du bleu, du blanc, du rouge et de bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles de Sarah Baruch aux éditions HarperCollins. J'ai reçu ce roman dans le cadre d'une opération Masse Critique, littérature générale. Ici, dans ce roman, le roman s'ouvre sur la tuerie, la fusillade, l'attentat de Charlie Hebdo. On fait la connaissance de Jeanne et de Léon, son papa, qui vit dans un appartement dont les fenêtres donnent sur les locaux de Charlie Hebdo. Donc, Léon a assisté presque quasiment en direct à l'attentat qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Il voit les deux terroristes sortir des locaux de Charlie Hebdo en liesse et en criant à tue-tête on a vengé le prophète, on a tué Charlie. Voilà, on part là-dessus. Jeanne et Léon sont de confession juive. Jeanne a une petite fille qui s'appelle Nina, elle est psychiatre à l'hôpital. Et on apprend très vite que elle a longtemps vécu en Israël et elle a vécu un drame là-bas qui l'a conduite à rentrer, avec un autre événement qui l'a conduite à rentrer en France. Mais la blessure, qu'elle garde au fond d'elle, liée à ce drame, s'est rouvert avec l'attentat de Charlie Hebdo. Et on va suivre également d'autres personnages victimes, eux aussi, d'une idéologie malsaine, de l'obscurantisme. Il y a des... voilà, je pense à Isaiah, qui est un migrant d'origine érythréenne, qui a fui son pays. On nous raconte tout son calvaire à fuir son pays, la malhonnêteté de certains passeurs, les conditions dans lesquelles certains migrants arrivent à passer en Europe, des conditions absolument dégradantes, dangereuses également, parce qu'ils prennent énormément de risques pour fuir leur pays. On est vraiment dans une détresse et dans une misère humaine absolument incroyable. Je pense à... Alors, comment qu'elle s'appelle? C'est Rima ou Rama? Crotte. C'est Rima. Rima, elle est à Peshawar. Et c'est une jeune fille de 14 ans, issue d'une famille nombreuse. Voilà, ses sœurs, certaines de ses sœurs sont liées à la maison où elle s'acquitte des tâches quotidiennes. Et elle, Rima, à 14 ans, elle a un travail pour subvenir aux besoins de sa famille, des hommes de sa famille, pour être plus précis. Elle travaille dans une usine et
voilà, tout le salaire qu'elle perçoit, elle le donne aux hommes de la famille pour que ceux-ci puissent manger à leur faim, pour qu'ils puissent vivre leur meilleure vie, en fait, jusqu'au jour où le père de Rimal décide de la marier à un homme qui a quasiment le double de son âge. L'homme a 34 ou 36 ans, elle en a 14, faut pas oublier. Elle est mariée de force, pour que la famille puisse avoir une subsistance grâce à ce mariage. C'est pas du tout un mariage d'amour, autant dire les choses comme elles sont. Autant vous dire que la nuit de noces, c'est pas du tout des paillettes et des arcs-en-ciel, c'est plutôt le fin fond, l'antichambre de l'enfer. Elle vit vraiment l'enfer. On va suivre tous ces personnages victimes de l'obscurantisme. Il y a des scènes absolument horribles. Alors attention, il y a des scènes d'une violence rare dans ce roman. Si vous êtes sensible, s'il y a certains sujets que vous ne voulez pas voir traités dans les romans, ne lisez pas ce roman parce que franchement, vous allez ressortir de là-dedans complètement déprimé. Il y a des scènes de violence absolument inouïe. Sarah Barouk, elle a donné la parole à ses victimes qu'on laisse dans l'ombre, qu'on ne fait pas parler. C'est très difficile de parler de ce roman. On sent quand même derrière ce roman que l'autrice a vraiment envie de faire véhiculer un message, des idées. Le discours qu'elle a, surtout en début et en fin de roman, est peut-être un petit peu extrémiste, je sais pas. J'ai eu un sentiment de malaise quand j'ai lu un petit peu ce qu'elle ressentait, ses idées. Alors en revanche, l'histoire de tous ces personnages m'a émue, m'a bouleversée, m'a mise en colère, parce que ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de ce que beaucoup de personnes vivent encore à l'heure actuelle dans certaines régions du monde, pas très loin de chez nous en fait, voire même chez nous. L'amalgame qui est fait entre les terroristes et des gens de confession musulmane, on les met tous dans le même panier alors que beaucoup n'ont pas ces idées d'extrémisme et prônent plutôt la bienveillance, l'amour des uns et des autres. Enfin voilà, c'est vraiment un roman extrêmement fort, mais je vous dis, j'ai vraiment eu une sensation de malaise en lisant les propos de l'autrice. Dans le prologue et dans l'épilogue, ça m'a un petit peu gênée. C'est ça qui m'empêche de dire que c'était un coup de cœur, même si le sujet est extrêmement difficile. On ne peut pas parler de coup de cœur dans ce genre de roman, mais c'est vraiment un roman coup de poing avec des personnages beaux dans leur malheur. Voilà. Ensuite, j'ai lu également À nos jours heureux de Laurence Callès, publié aux éditions Plomb. Rappelez-vous, dans une vidéo Les Oubliés de Booktube, je vous avais parlé de Laurence Callès et de ses romans policiers. Ici, dans ce roman, Laurence Callès sort un petit peu de sa zone de confort dans de son genre de prédilection pour un roman de littérature blanche, du coup, et où on va faire la connaissance de Judith. Judith qui est éditrice d'une grande maison d'édition, qui est éditrice depuis un peu plus de 20 ans. Elle mène sa maison d'édition de main de maître. Elle a toujours cette passion chevillée au corps de trouver les bons manuscrits. Elle a un écrivain phare, ça fait 10 ans qu'il est dans la maison d'édition, 10 ans qu'il publie des best-sellers. Mais on va très vite se rendre compte que c'est un odieux connard. Voilà. Enfin, ceci n'est pas le cœur du roman. Et un jour, elle va faire un contrôle médical, une mammographie de contrôle, comme on a droit à partir d'un certain âge, nous les femmes, on a un dépistage gratuit. Je crois que c'est tous les 2 ans, où on a une mammographie à faire. Et là, bon, elle y va. Pour elle, bon, voilà, c'est une mammographie de contrôle. Sauf que
ce jour-là, elle va découvrir qu'elle a une tumeur. Et là, tout son monde va s'effondrer, elle va être confrontée à cette maladie. Donc, va s'en suivre l'opération pour retirer la tumeur, l'implantation de la chambre pour pouvoir brancher le cathéter pour la chimio, les séances de chimio, tous les effets secondaires que cela peut engendrer. Et pendant ces séances de chimio, elle va rencontrer 3 personnes. Elle va rencontrer 3 personnes qui sont comme elle, malades. Et ils vont former à eux 4 le club des crabes rasés. Et ils vont s'unir face à la maladie. Ils vont profiter de chaque instant qui leur est accordé pour faire un gros doigt à cette saloperie de crabe. C'est un roman qui est beau. Il y a des moments extrêmement drôles. Il y a des moments qui font réfléchir. Il y a des moments bouleversants. J'ai versé ma petite larme à la fin, autant vous dire les choses à ma façon, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est un roman qui nous parle de résilience, qui nous parle d'apprécier la vie au jour le jour, d'apprécier le fait d'être en bonne santé. Parce qu'à de nombreuses reprises dans le roman, les personnages, le club des 4 là, ils disent que tant qu'on n'est pas confronté à la maladie, on ne mesure pas la chance que l'on a d'être en bonne santé et on ne profite pas de la vie comme on le devrait. Et ce n'est que confronté à l'ultimatum de la mort qu'on se rend compte de tous les moments qu'on a laissé passer. Et ils veulent faire passer le message à tous les malades que même si on a un cancer, on n'est pas réduit à l'état de malade. On est encore des êtres humains qui peuvent profiter de la vie autant que faire se peut. C'est un magnifique espoir, un magnifique message d'espoir, de résilience. Et je trouve que voilà, ça a été très bien fait. On ne tombe pas dans le pathos. C'est extrêmement émouvant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Judith et de Lola. Lola qui est sa partenaire de maladie, on va dire. J'ai beaucoup aimé le personnage de la maman de Judith, Lali, qu'on apprend à connaître, de Cristal, sa fille. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est les nombreux clins d'œil de l'auteur à certains livres de sa biographie, à certains personnages de sa bibliographie. Quand on le connaît un petit peu, bah, ça fait sourire. Et c'est bien de les voir un petit peu dans un autre contexte, dans une autre atmosphère. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. C'est un très très beau roman, très lumineux, si vous devez retenir qu'un seul message de ce roman, c'est profiter de la vie à chaque instant. Prenez la vie comme elle vient, savourez chaque instant. Et vraiment, si un jour vous êtes confronté à la maladie, soyez fort. Alors je sais que c'est... Même moi, si on m'annonçait demain que j'avais un cancer, je sais pas je sais pas comment je réagirais, mais sans doute, malgré un petit instant d'abattement et de déprime, ce qui est normal, sans doute que je ferai tout pour me battre contre cette saloperie et vraiment prendre le contre-pied de cette maladie. Je pense que je ferai peut-être comme eux, ne pas être réduit à l'état de malade, j'ai lu beaucoup de récits de gens qui ont survécu au cancer, qui sont extrêmement résilients maintenant. Je pense à Anaïs Kemener, hein, très, très clairement, qui est devenue maman il y a quelques jours de ça, d'un petit garçon. Quand on pense à ce par quoi elle est passée, franchement, je trouve que c'est absolument merveilleux. Et voilà, c'est un très, très beau message d'espoir et de vie
surtout. Même par-delà la maladie, par-delà la mort, par-delà beaucoup de choses. C'est un très très beau message de vie. Voilà, la séquence émotion est à présent terminée. Je vais aussi vous parler d'un roman que j'ai écouté en audio grâce à Ned Gallet. Il s'agit des Influentes d'Adèle Bréau, que je vous mettrai ici. C'est le premier roman que je lis d'Adèle Bréau. Et franchement, à l'audio, c'est très très bien passé. On fait la connaissance d'Anne, qui a une petite entreprise de confection de vêtements. Voilà, elle a une toute petite entreprise, voilà, elle confectionne ses vêtements dans son propre atelier. C'est elle qui les dessine. Elle a, voilà, elle a une associée et voilà, elle fait des petits vêtements comme ça. Elle a une petite boutique, genre un peu boutique Etsy ou un truc du genre. Et un jour, sa vie va complètement basculer. Le jour où Beyoncé, Queen Bee, hein, porte une création d'Anne. Ou Anna, non c'est Anne. Elle porte l'une des créations d'Anne et elle poste une photo sur Instagram avec ce vêtement. Et là, la vie d'Anne va basculer dans un monde dont elle ne connaît absolument pas les codes, c'est-à-dire le monde de l'influence. Elle va devenir influenceuse malgré elle. Et on va suivre son chemin, son parcours dans ce monde semé d'embûches. Elle est ce qu'on appelle une influenceuse middle age. Alors, qu'est-ce qu'une influenceuse middle age? C'est une influenceuse en milieu d'âge, on va dire, d'âge moyen, d'âge mûr. Elle a 36 ans, je crois. Donc, comment vous dire que moi, avec 10 ans plus, je suis plus que middle age. Voilà, ce sont ces personnes qui se lancent dans les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont pas du tout le profil pour être sur ces réseaux. Voilà, la majorité des gens qui sont sur ces réseaux, ils ont 20 ans, ils sont 20 ans, ils sont jeunes, ils publient du contenu plus ou moins travaillé. Et voilà, ils font le buzz avec tout et n'importe quoi. Et des gens comme Anne ou comme moi, qui arrivent là, comme ça, tac, 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 soin de soin. On arrive sur les réseaux, on n'a pas du tout le profil, et bon, bon an, mal an, on arrive quand même à faire notre petite popote sur les réseaux. Alors, bien évidemment, moi, personne n'a relayé mes vidéos, donc je lance un appel aux célébrités. Beyoncé, voilà, si tu vois mes vidéos. Brad Pitt, hein, parce que je pense que oui. Bon. Brad Pitt, en ce moment, il a fait le buzz hein, quand même hein, sur les réseaux. Donc voilà, s'il veut m'aider, hein, voilà, partage ma vidéo, mon petit Brad, hein, mes petites vidéos, mes petites photos sur Instagram, mon petit Brad. Ce sera avec grand plaisir. Bon, ça n'arrivera probablement jamais, mais enfin bon, bref, l'appel est lancé. Donc voilà, et on va faire la connaissance d'autres personnages. Blanche, qui est la patronne d'un grand magazine de mode, qui a vu défiler un bon nombre de tendances. Et elle, quand elle voit le monde de l'influence arriver dans la mode, elle ne comprend absolument pas comment des gamines de 20 ans qui ne font à proprement parler rien de spécial pour être connues, pour être célèbres, arrivent à avoir une notoriété pareille. Elle ne comprend pas. Alors qu'elle allait un peu rester dans la partie un petit peu old school de la mode, avec des papiers, avec des photos, avec voilà, elle reste très fidèle au magazine papier qui est Attitude. Et on suit également Myrtille, qui est une jeune styliste, qui, elle, est née avec les réseaux sociaux et qui trouve que les réseaux sociaux sont un merveilleux outil et qu'elle s'emploie à développer et à surfer sur la vague pour pouvoir exercer son métier et faire connaître des jeunes talents qui, sans elle, n'auraient pas la notoriété voulue. Et donc, on va suivre ces trois personnages-là. On plonge vraiment dans le monde de l'influence. Alors là, plus particulièrement, c'est le monde de l'influence de la mode. On voit voilà tous les bons côtés, les travers,
à travers l'histoire de ces 3 personnages. Moi, j'ai beaucoup aimé ces 3 personnages, vraiment. J'ai beaucoup aimé Blanche, j'ai beaucoup aimé Anne, voilà, qui comprend absolument pas ce qui y arrive. Voilà, son compte Instagram explose du jour au lendemain. Elle passe de 1000, 3000 abonnés à 1 million d'abonnés grâce à cette publication. Et au fur et à mesure, voilà, il y a les partenariats, les collaborations. Elle va parcourir le monde entier et elle va finir par communiquer avec sa famille via les réseaux sociaux. Et quand on en arrive là, franchement, c'est waouh! Comment arriver à se perdre à ce point dans les réseaux sociaux, dans le monde de l'influence? Voilà, c'est les travers des réseaux sociaux où on ne voit la vie vraiment qu'à travers des filtres, qu'à travers des photos mises en scène, des vidéos bien montées. Mais voilà, la vraie vie, c'est pas ça. Et on a tout le travers, l'envers du décor de tout ça. Alors oui, le monde de l'influence peut être superficiel, mais il y a quand même des gens qui font un travail absolument fabuleux, qui font des vidéos et des photos extrêmement travaillées. Il y a un réel travail derrière. Ce n'est pas que publier et poster une vidéo ou une photo. Il y a quand même un gros boulot derrière. Et il y a aussi toutes les gens qui font des photos et des vidéos sans réel montage et qui arrivent quand même à faire le buzz. Et ça, j'avoue que je n'ai pas trop, je comprendrai jamais. Comme les vidéos ASMR, là, où tu vois des nanas taper avec leurs ongles sur des bols, sur des trucs uniquement pour faire du bruit, censé apaiser. Moi, personnellement, ça me tend. J'aime pas ça. Mais ce sont des vidéos qui font des millions de vues. Toi, tu arrives avec des chroniques de bouquins. Si tu fais 100 ou 200 vues, bah t'es content. Voilà. Donc, voilà, il y a quand même encore tout un monde de l'influence. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne me considère absolument pas comme une influenceuse littéraire. Voilà, moi je suis une lectrice passionnée qui aime échanger et partager ses lectures avec les autres. Et je me sens absolument pas influenceuse pour autant. Donc voilà, je continuerai, rassurez-vous, à faire mes vidéos. Mais voilà, j'ai passé un beau moment avec Les Influentes d'Adèle Bréau. Je pense que je lirai d'autres romans de l'autrice parce que voilà, j'ai bien aimé sa plume et son ton. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. Si vous voulez discuter de toute autre chose, de tout et de rien, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage. Brad Pitt, ne m'oublie pas. À mettre un pouce en l'air, c'est très important pour le développement de la chaîne. À vous abonner également si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!